Est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement sur la côte parisienne? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on continue notre revue des entreprises françaises cotées en bourse. Alors, on va partir de Argan, on va aller jusqu'à Voltalia. On va passer en revue Planisware, Exide Technologies, OVH, Eramet, Wavestone, Ubisoft, Caisse régionale de Crédit Agricole, Mutuelle du Languedoc, Ramsès Général de Santé et Voltalia. Je vais préparer la watchlist comme d'habitude. Ici, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, on l'a pas en euros dans cet écran, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice, ratio coût cash flow, ratio cours sur actifs tangibles ou capitaux propres tangibles, rendement des capitaux investis, rendement des fonds propres, parce qu'on a une financière dans la liste, le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende, le payout ratio, free cash flow par rapport au bénéfice net pour valider ou non ce payout ratio. La première entreprise de la liste, c'est Argan. On est sur une rate industrielle, une foncière industrielle, un segment, moi je suis plutôt les tiers de l'immobilier. Maintenant, on est sur une market cap de 1,9 milliard de dollars, 18,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, est-ce qu'ils ont fait des acquisitions? Je pense. Ils ont dû avoir une variation de périmètre. On n'a pas les multiples qui nous permettent de valoriser l'entreprise ici. Ça serait normalement price to cash flow from operations, adjusted cash flow from operations. Donc, il faudrait regarder comme ça. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une décote sur actifs tangibles. Les actifs tangibles de ce genre d'entreprise, c'est évidemment l'immobilier. Il faut aller regarder dans le bilan de l'entreprise à combien est valorisé son immobilier et à combien cet immobilier se traiterait sur le marché pour savoir s'il y a vraiment une décote ou non. Comme c'est une structure qui est assez leveragée, on peut regarder le rendement des fonds propres à 12%, ce qui me semble pas exceptionnel, vu qu'on a. Alors, si le calcul est bon ici, mais j'en doute fortement, on a l'air d'être endetté à 10 fois l'EBITDA, mais j'en doute fortement. Je pense que la rentabilité est un peu faible. 5,2% vraiment du dividende. Il faut regarder par rapport au cash flow from operation, si adjusted cash flow from operation, si c'est soutenable. Voilà. Il y a plus généreux comme rate. Moi, c'est un secteur que je mets plutôt à l'écart. Si vous pouvez regarder, c'est est-ce qu'il y a une décote par rapport aux actifs tangibles ou non. Ensuite, on est sur Exide Technologies. Alors, on est sur une entreprise qui a bien monté. Alors, si je ne me trompe pas, elle s'appelait avant Groupe Gorgé. C'est l'entreprise qui fait des sous-marins et qui a des contrats, énormes contrats avec l'armée maintenant. Et il y a une hausse des dépenses d'armement en Europe. Donc, évidemment, l'entreprise en profite. Énormément, évidemment, il va y avoir la croissance dans les années à venir pour l'entreprise. On est à 1,9 milliard de dollars de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Et à mon avis, ça, c'est que le début. Maintenant, les multiples sont stratosphériques. 53 valeur trouvée sur EBITDA. On n'a même pas fait de bénéfices sur les 12 derniers mois. Et on est à 24 en price to free cash flow. Moi, je pense que c'est quand même trop cher et que le marché est déjà allé trop vite en besogne et a déjà anticipé les plans de défense. Donc, cette boîte, c'est maintenant trop chèrement valorisée par le marché, mais ce n'est que mon avis et je peux me tromper. On est à 4% vraiment les capitaux investis, plutôt médiocre. Il y a beaucoup de dettes, il faut retraiter cette dette. Je pense qu'elle est facialement élevée, mais il doit y avoir des obligations locatives dedans. Il faut regarder. Et on n'a pas de dividende de verser. Pour moi, Exile, c'est trop spéculatif. Bien sûr, vous allez pouvoir peut-être doubler votre capital, mais ça serait un coup de chance, à mon avis. C'est spéculatif. Et on ne sait pas ce que peut délivrer l'entreprise pour l'instant. Son carnet de commande est rempli. Il y a beaucoup de croissance, certes, mais est-ce qu'elle arrive à délivrer? Il y a beaucoup de carnet de commande. Est-ce qu'elle arrive à délivrer la croissance comme elle l'entend? Ça, je ne sais pas. Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement performant et passif, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo et on continue avec OVH. Donc là, on est sur le cloud français, dans la thématique du cloud souverain. 1,9 milliard de dollars de market cap. Donc la boîte est cotée depuis moins de 5 ans, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chiffre de croissance ici. 10 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 168 à ratio coût-bénéfice et 45 à ratio coût-free cash flow. Donc, il y a des problèmes sur les bénéfices, à mon avis. On a dû faire de l'exceptionnel, une provision ou quelque chose qui a impacté les résultats nets. Et il y a une dépense en capital élevée, puisque les free cash flow également sont plutôt bas. Donc, les multiples ici, c'est pas exceptionnel en réalité. C'est pas très. C'est pas peu cher pour la médiocre qualité qu'on a. 2% vraiment les capitaux investis, c'est pas terrible. On est endetté à hauteur de 3 fois, plus de 3 fois les bidas en dette nette. Toujours pareil, vérifier s'il n'y a pas des obligations locatives dedans, mais si c'est pas le cas, c'est trop endetté. Donc moi, OVH, j'ai du mal à trouver cette entreprise qualitative. Je pense qu'il vaut mieux la mettre à l'écart. Planisware, ça c'est une cotation récente aussi.
peut-être que moins de 3 ans, hein, je pense. On est à 1,9 en milliards de dollars de market cap, 28 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 42 en PE, 33 en free cash flow. C'est hors de prix. C'est très cher. On a vraiment les capitaux investis qui est très bon, lui, à 21%. C'est une boîte qui n'a pas besoin de beaucoup de dépenses en capital, hein, qui n'a pas besoin de beaucoup de capital pour opérer, puisque c'est de l'IT, c'est de l'informatique, donc c'est du développement, mais c'est tout. On est cash net sur la boîte, c'est normal, hein, elle est très rentable. 1,4% vraiment du dividende, avec un payout ratio à 48%, free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. Ce dividende est soutenable, maintenant il n'est pas très élevé. Et le payout ratio est déjà un peu élevé, hein. Ça veut dire que bon, ce rendement du dividende a peu de chances d'augmenter fortement par la suite, sauf si les bénéfices et les free cash flow continuent à monter. Donc je trouve ça beaucoup trop cher, Planisware. Ensuite, Eramet, toute autre qualité. Donc on est sur le spécialiste du nickel, de la production de nickel, de l'extraction de nickel, hein, notamment avec des mines en Nouvelle-Calédonie. Dossier compliqué, hein, c'est très cyclique. 1,7 milliard de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Alors, est-ce que c'est à cause des volumes ou à cause des prix, ou les deux? Il faut les regarder. En valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas si peu cher, hein. On a 8 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 120 en PE, 119 en PE. Bon, il y a quasiment peu de bénéfices et free cash flow sont négatifs. Donc, pas qualitatif. Donc, rendement des capitaux investis négatif, hein. Donc, faible rentabilité, enfin, rentabilité nulle. 2,7 fois les EBITDA en dette nette. Il verse un dividende alors qu'il n'y a pas de free cash flow. C'est pas très malin. J'y trouve que ce dossier est très compliqué et trop risqué. Plutôt à l'écart. Ensuite, Wavestone. Alors, Innomatis IT Services, en réalité, c'est une boîte qui fait du conseil en management, du conseil IT aussi, du conseil en organisation. Je ne crois pas qu'ils font du conseil à stratégie, mais c'est plus que de l'IT, hein, en consulting. 1,7 milliard de dollars de market cap. On est sur 17,5 en croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, ils font beaucoup de croissance externe. C'est normal, c'est la façon de croître dans ces activités, hein. On rachète des cabinets qu'on consolide. 12 en entreprise sur EBITDA, 20 en PE, 18 en presse sur cash flow. Je trouve que c'est raisonnablement valorisé compte tenu de la qualité du dossier. On a beaucoup de croissance. On a une rentabilité qui est bonne à 12% normalement des capitaux investis. Après, c'est pas intensifère capital, mais bon, bonne rentabilité. Cash net sur le dossier. Un petit dividende de 0,8% avec un PE ratio de 12%, voire 10% par rapport au free cash flow. Ça peut monter largement ce dividende. On peut aller facilement jusqu'à 3%, 3,5%. Pour l'instant, ils ne sont pas en trajectoire de versement, de gros versements de dividendes, mais ça va venir. Moi, Wavestone, je trouve ça très qualitatif pour jouer la reprise du secteur des ESN qui est en train de pointer le bout de son nez, hein. On va avoir du Capgemini qui va se reprendre, à mon avis, du Sopra Steria ici également. Et Wavestone, c'est l'une des plus qualitatives. On a aussi Neuron qui est qualitative, OB qui est qualitative. Tout ça, ça va se reprendre, je pense, grâce à la reprise du cycle. Donc, plutôt pas mal. Alors, Ubisoft, ensuite, on est sur le jeu vidéo. Société qui connaît pas mal de déboires à cause de son management, des controverses, hein, sur le management, hein, pour rester dans l'euphémisme, et surtout des titres qui ont déçu. Donc, une boîte qui a du mal à se réinventer, hein. On est sur 1,5 milliard de dollars de market cap. Il faut savoir qu'il y a Tencent au capital, donc il y a une prime spéculative d'OPA potentielle sur Ubisoft. Bon. 3,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il n'y a plus de croissance sur ce dossier. 42 en valeur d'entreprise sur EBITDA, il y a un problème. Par contre, les free cash flow sont hyper élevés. Il y a quasiment 1,05 milliard en free cash flow. Ça m'intrigue, hein. Quand je vois une telle différence, il se passe quelque chose. Donc, il fallait recruter le tableau de trésorerie, mais je pense qu'en réalité, on peut surtout dire que Ubisoft, c'est un dossier trop compliqué, hein. En plus, on a un peu de dette, donc il vaut mieux en être à l'écart. Alors, on est sur ensuite la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc. Donc, je rappelle la structure de Crédit Agricole, hein, c'est CASA, donc la maison mère. La maison mère. On a la Crédit Agricole SA, donc la société principale que tout le monde connaît, est détenue à la moitié par les caisses régionales, qui sont des caisses mutualistes. Et donc, vous pouvez aussi acheter des actions de ces caisses mutualistes, hein. Donc, il y en a plein qui sont cotées. Et il y en a certaines qui sont intéressantes, plus que d'autres d'ailleurs. Donc là, on est sur des petites banques, hein, des toutes petites banques, 1,4 milliard de dollars de market cap, des croissances en rythme annualisé sur 5 ans, donc les banquières n'ont pas beaucoup de croissance. On est sur un PE qui est à 8. Donc on a notre marge de sécurité, c'est-à-dire moins de 10 fois le PE sur le ratio coût-bénéfice, ça c'est bien. On a 0,3 fois les actifs tangibles. Après, les actifs tangibles de ces boîtes, c'est quoi? C'est notamment tout ce qu'il y a dans le bilan et évidemment les participations auprès de la maison mère, Crédit Agricole SA, qui est elle-même décotée. Donc on a une décote sur actifs tangibles chez Crédit Agricole SA. Donc cette décote se retrouve en plus
dans ces titres des caisses régionales. Donc 70% des cotes sur actifs tangibles, c'est quand même intéressant, hein. Vraiment des fonds propres très médiocres, 3,3%. Ça m'intrigue. Pourquoi c'est aussi faible? Alors que évidemment c'est une banque, donc elle a beaucoup de leviers. Donc là, il faut aller creuser pourquoi la rentabilité est aussi médiocre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un biais dans le calcul, hein? C'est possible, hein, les métriques qui sont affichées dans les screeners ne sont pas forcément très qualitatives. On a un dividende de 4,4% et un payout ratio de 16%. Donc ce dividende est soutenable à ce niveau. Bon voilà, moi je suis plutôt à l'écart des banques, hein. C'est plutôt compliqué les banques. Ici on a des marges de sécurité. Maintenant la rentabilité est un peu médiocre. Il faut aller retraiter tout ça, peut-être que ça peut être intéressant. Et ensuite, c'est Ramsay Général de Santé. Donc là, c'est plutôt une mutuelle en fait, cotée 1,4 milliard de dollars de market cap. Plutôt, du coup, à mon avis, à regarder plutôt comme une assurance. 5% de croissance des chiffres d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On n'a pas le multiple de price earning normal, on fait une perte. Pour une assurance, c'est pas terrible, hein. C'est pas du tout terrible. On n'a pas les actifs tangibles. On n'a pas, on ne sait pas si on a une décote sur actifs tangibles. On veut plutôt une décote sur actifs tangibles pour les assurances, hein. Vraiment, les fonds propres négatifs, normal, on fait une perte. Donc, on se met à l'écart de Ramsay Général. C'est pas qualitatif. Ensuite, on est sur Voltalia. Donc là, on est sur la production d'électricité renouvelable. 1,3 milliard de dollars de market cap. 25% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est très fort comme croissance. Les multiples sont très élevés. 18 en valeur d'entreprise. Sur EBITDA, c'est très cher. Il n'y a pas de free cash flow, il n'y a pas de bénéfice net. Il y a 8 fois l'EBITDA en dette nette. C'est très élevé. Est-ce que c'est ce niveau-là? Est-ce qu'il faut traiter les obligations locatives? Il faut regarder, mais tout ce qu'on voit ici, c'est que c'est pas qualitatif. Il y a eu une bulle spéculative sur les renouvelables en 2020, qui s'est un peu poursuivie en 2021. Ensuite, ça s'est crashé. Et la plupart des boîtes n'ont jamais été n'ont jamais pu redresser la barre. Donc plutôt à l'écart du secteur. Qu'est-ce qu'il y a de qualitatif dans cette liste? Moi, je pense qu'on peut regarder de plus près Wavestone, qui est une boîte intéressante. J'ai fait un focus sur la chaîne. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo. Cette analyse vous a plu, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.